Alors juste pour essayer d'aller vite et recontextualiser aussi, pourquoi mode immigration? Déjà, tout d'abord d'un point de vue de l'école. À IFA Paris, on a 3 campus, on en a un ici, un à Shanghai, un à Istanbul, mais surtout le plus important c'est qu'on a 50 nationalités qui sont représentées. Donc pour nous, le fait de parler de la migration, du voyage on va dire, qui est une thématique un petit peu plus large, et puis surtout des notions d'inclusivité, de diversité et de respect est quelque chose de très important, justement dans le cadre de notre politique de durabilité et plus généralement politique de RSE. Mais aujourd'hui, et j'ai assez parlé d'IFA Paris, ce que je voulais faire, c'était aussi de vous faire découvrir Azine et de vous faire découvrir son voyage. Aussi bien un voyage qu'elle a effectué quand elle est venue ici, qu'elle est arrivée ici d'Iran, donc son voyage on va dire littéral, mais également un voyage un petit peu plus métaphorique. Et j'ai beaucoup aimé discuter avec Azine parce que elle a été extrêmement sincère, généreuse, avec ses explications sur sa vie et les différentes histoires qu'elle a dû traverser pour en arriver ici. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est une occasion de découvrir cette très belle créatrice et la motivation qui l'anime. Donc bonjour Azine. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Azine, je m'appelle Azine. Je suis née à Shiraz, j'ai grandi aussi en Shiraz. C'est la ville d'Oiseaux l'amoureux, la poésie et du vin. Et mon nom signifie embellir et celui aussi d'un commandant perse qui c'est pourquoi en fait que je me considère une guerrière de la beauté parce que il était un commandant et la signification de mon nom c'est embellir aussi. Donc j'ai le désir profond pour justice sociale et l'égalité pour les femmes. Et tout ensemble, je me considère une guerrière de la beauté. Et mon chemin, c'était une reconnaissance de soi, grâce ou à cause en raison de différents événements qui sont passés dans ma vie. Et voilà. Merci Azine, et merci de faire l'effort de nous parler en français, Oui, parce que d'habitude on parle en anglais. Oui. C'est la première fois que je t'entends parler français et je trouve que tu parles très bien. Merci. Mais si à tout moment tu as un problème, tu peux me répondre en anglais et je traduirai. Merci. Okay. Okay. Alors, déjà je voudrais juste qu'on découvre un petit peu ta vie. Et comment est née ta passion pour la mode? Alors, si tu le veux bien, je vais un petit peu accélérer vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Okay. Et je vais aller à une anecdote dont tu me parlais, en fait, parce que comme beaucoup de petites filles, ta passion pour la mode est née du fait d'habiller les Barbies, oui, tes Barbies et les Barbies de ta sœur. Mais tu me disais que, en fait, dès ce plus jeune âge, tu avais déjà conscience qu'il fallait que tu t'auto-censures. Et donc j'aurais aimé savoir en fait comment se passait cette autocensure, comment elle était manifestée. En fait, cette sensibilisation, c'est au cours de chaque famille en Iran, je pense, parce que on n'a pas la liberté d'expression. On est toujours, si on essayait de s'exprimer, nous exprimer, il y a des conséquences néfastes. Donc, c'est la famille qui essaie de protéger leurs enfants pour intégrer et survivre en Iran avec censuration. Et donc, si
si on va un petit peu plus loin dans le cheminement de ta vie, quand on discutait pour préparer cette table ronde, tu m'as dit que tu faisais partie d'une communauté holistique qui se focalisait sur le bien-être, aussi bien le bien-être mental que physique, le yoga, etc. Et malheureusement, c'est finalement ce qui a attiré l'attention de la police. Et un jour, tu les as retrouvés devant chez toi, avec ta mère. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement qui a été très traumatisant pour toi? Oui, en fait, j'ai vu 4 hommes devant notre porte et je ne savais pas. En fait, j'attendais pour ce événement éventuellement, mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Jusqu'au moment qu'ils ont monté un papier sur mon nom. Et je me disais, c'est bon, ils vont juste prendre quelques affaires et ils vont partir. Mais en fait, c'était pas ça. Et ils ont dit, prends ton pyjama et brosse à dents, tu viens avec nous. Et ma mère voulait m'accompagner, mais ils ont refusé. Et ils ont bandé mes yeux, ils ont m'apporté à la prison spécifique, c'est la prison pour prisonnières qui croient différemment. En fait, c'est une prison pour les personnes politiques et anti-religieuses. Et donc, ils ont des gens qui ont différentes croyances et opinions. Tout ça parce que tu faisais partie de cette communauté, en fait. Oui. Ok. Et donc, quand tu es rentré chez toi, la police a continué à te harceler. Ils te surveillaient sans cesse. Mais ce que tu nous as pas dit, c'est qu'au même moment, tu étais en train de développer une collection de mode, de première collection. Donc, comment tu as pu gérer ça? En fait, ils ont me demandé pour arrêter tout ce que j'ai fait. Mais c'était en plus, la collection c'était fini, donc j'ai besoin de juste photographier. Mais c'était difficile à faire parce que j'étais très isolée, j'étais très paranoïaque à propos de tout. Donc j'ai trouvé quelques-unes que j'ai eu confiance. Et on a essayé de photographier la collection en communiquant langage codé. Et on a fait, mais je suis fière de le faire, mais j'ai pas utilisé les photos, j'ai pas tiré un profit de cette collection. Enfin. Ce que j'aime bien dans ces discussions, c'est que voilà, ça nous permet vraiment d'échanger d'une manière très franche, et puis aussi ce qu'on voit de l'Iran et de ce qui se passe là-bas, je dirais peut-être est censuré, filtré, ou bon, mais en tout cas, on n'a pas forcément toujours la perspective de quelqu'un. Donc, moi j'aimerais savoir comment ça se passe véritablement pour les femmes en Iran. Quelle est la condition de la femme de ton point de vue? Les femmes iraniennes, même ils ont évolué dans les différents chemins comme l'éducation, l'emploi, la présentation de politique, mais ils ont toujours confronté des harcèlements, l'arrestation. Même la loi ne protège pas beaucoup, ce sont limités pour les femmes, par exemple, pour les femmes à vous. La loi ne protège pas. Pour le mariage, pour le divorce, pour l'héritage, les femmes, il y a des discriminations entre les hommes et les femmes. Même il y a des ségrégations entre entre les genres. Oui, entre les hommes et les femmes. Et au lieu public, mais en plus il y a des codes vestimentaires très stricts. Donc ils ont, ça fait
après la révolution d'Iran, ils ont survécu en fait. Ouais, elles survivent. Ils survivent. Et il y a quand même des lueurs d'espoir parce qu'il y a des mouvements qui se mettent en place. Donc par exemple, tu me parlais du White Wednesday. Oui, c'est Ouais. ça. Qu'est-ce que c'est que le White Wednesday? En fait, le fondatrice de le White Wednesday, ça s'appelle, elle a choisi White parce que ça c'est le couleur de paix. Et elle a invité les femmes pour porter tout blanche, le foulard blanche chaque mercredi pour montrer leur expression qu'ils ont contre le hijab obligatoire. Donc, même il y a des femmes aussi qui ne portent pas le hijab. C'est un mouvement qui a commencé il y a 5 ans et ils voulaient leur exprimer ses opinions autour du hijab. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu m'as dit Oui. récemment qu'il y a un autre mouvement qui se met en place, Oui. qui a été initié par des hommes. Oui, en fait, parce que récemment, après la mort de Mahsa Amini en septembre 2016, il y a beaucoup de manifestations, il y a des mouvements qui évoluaient in time. Oui, Et, progressivement. et après, par exemple, maintenant, quand les policiers, les gens religieux menacent les femmes pour porter le hijab, et c'est le moment que les hommes aussi portent le foulard. Décident de porter le foulard. Oui, décident de porter le foulard pour montrer que. Pour soutien. Oui, pour soutien de femmes. Oui. Ok. Donc ça, c'est un petit peu le début de ton histoire et le début de ton cheminement en Iran. Et donc tu décides de quitter ton pays. Tu décides de quitter ta famille et tu décides de venir en France étudier la mode. Alors, je sais à quel point c'est même pas l'idée de communauté, c'est les communautés sont importantes pour toi parce que tu y trouves un sens, un endroit qui est plus safe pour t'y exprimer. Je sais que c'est très important. Quand tu es arrivé à Paris, quelle était ton impression de la communauté, parce qu'on peut parler de communauté de la mode, de l'industrie de la mode, et comment tu t'es senti en fait? Est-ce que tu as pu t'intégrer facilement? Est-ce que tu as eu des difficultés? Comment ça s'est passé? En fait, ça me prend beaucoup de temps, d'abord parce que je ne parle pas français. Tu parlais pas français, tu parles français. Oui. En plus, quand j'étais en Iran, je ne peux pas, en fait, quand on a dit que je me censurais, donc pour moi, même si j'étais dans un pays libre, c'est vraiment difficile à m'exprimer. C'était comme je suis dans une prison, mais c'est libre, mais moi-même, je suis dans une prison personnelle. Oui. Mais j'essayais d'utiliser différentes techniques de thérapie aussi pour surmonter le traumatisme que j'ai vécu et les difficultés que j'ai eues en tant qu'enfant. Ça m'aidait progressivement pour monter mes émotions et pour comprendre en fait qu'il y a des conséquences positives importantes. C'est pas toujours une conséquence néfaste. Négative. C'est ça qui me paraissait très intéressant dans ton histoire, dans ton profil et que je voulais partager parce que on a toujours l'impression que quand on a des femmes ou des hommes qui viennent sur le devant de la scène pour soutenir des causes, que finalement ils ont toujours été des leaders politiques et des leaders d'opinion. Et en fait, ce que j'apprécie chez toi, c'est
ta candeur et ton honnêteté en nous disant que, en fait, ce désir de soutenir ton pays, soutenir spécifiquement la cause des femmes en Iran, c'est quelque chose qui s'est développé progressivement et quelque chose qui s'est développé de ta fragilité aussi. Oui. Et ça me paraît intéressant. Et je sais que c'était difficile pour toi d'accepter cette fragilité. Oui, c'était spécialement depuis 6 mois. J'étais très paralysée. En fait, j'ai revécu mon traumatisme. Et, j'ai pleuré, j'ai paralysé pour 2 mois. Je ne savais pas comment je peux aider mon peuple. Et à un moment, j'ai réalisé que je dois utiliser mes talents pour portrer qu'est-ce qui se passe en Iran à le monde de mode. En fait, je peux amplifier la voix de la voix des femmes. La voix des femmes. Et même si j'ai commencé, c'est pas facile à faire parce que, en fait, chaque jour, je m'enforçais, je m'exprimais plus. Et avec l'aide de quelques amis et vous aussi, parce que c'est vraiment... je vous contactais peut-être en janvier ou février, mais j'ai commencé en novembre, mais c'est vraiment, ça m'a aidé pour come out of the comfort zone. Sortir de sa zone de confort. Pas comfort zone, mais c'est mon fragilité. Oui, sortir de sa coquille et découvrir ce que tu pouvais faire. Oui, c'est ça. Ce qui me paraissait intéressant aussi, et c'est pour ça que la thématique principale de la table ronde, c'est mode et migration, parce que tu es passé par cette phase migratoire, tu es allé dans un pays étranger, et je me demandais toujours, en utilisant ta perspective, en quoi tu penses que la mode peut être un outil de cohésion sociale, parce qu'encore une fois, on retrouve beaucoup les notions de communauté dans ton discours, dans tes créations. Comment la mode peut jouer ce rôle, en fait, de fortifier les communautés? Je pense que c'est important que nous exprimions, parce que on peut montrer notre identité unique et ça donne confiance en soi. Et c'est vraiment c'est très important pour on montre ce qu'on aime, on est qui, c'est leur identité. Donc la mode peut être utile dans ce zone parce qu'on montre avec ce qu'on habite. En plus, il y a de la diversité, l'inclusion, ça prend un grand rôle dans le domaine de mode. On peut connecter toutes les communautés de différents backgrounds. On peut apprécier les différentes cultures, différents tissus, différentes techniques. On peut juste jeter le pont entre les communautés et intégrer tous, unifier. Mais quand tu m'as parlé de ça, tu as mentionné quelque chose que je trouvais très intéressant, le sens de fierté. Ah oui. Dis-nous un peu plus, parle-nous un petit peu plus de ça, de ce sens de fierté, de créer quelque chose. En tant que créatrice, quand tu crées quelque chose en fait, tu donnes envie et tu t'exprimes, tu montres un sentiment, un message très important. Donc, je pense que ça donne la fierté quand tu montres des autres que tu as fait ça. Et c'est aussi l'objectif de ta collection,
de redonner de la fierté aux femmes d'Iran, peut-être? Oui, c'est ça. En fait, la collection que j'ai travaillée, c'est viser qu'est-ce qui se passe en Iran. Et, il y a des liens avec mon parcours aussi, mais en plus, pour donner le pouvoir à des femmes et s'exprimer comme il veut. Donc, parle-nous un petit peu plus de ta collection, parce que ça, c'est un petit peu la dernière partie de notre discussion. Alors, donne-nous un petit peu plus de détails. Je sais que tu es en train de la concevoir en ce moment, mais elle s'appelle comment, cette collection? Elle est basée sur quoi? Elle s'appelle Breaking Free, parce que je voulais, tous ces constraintes que j'ai vécues, je voulais juste casser. Bien sûr. Et cette collection, j'ai décidé de faire 6 looks. Ces 6 looks présentent une histoire, ce secret. Je ne peux pas parler de ça maintenant, mais j'ai utilisé le matériel unusuel. Qui sont pas habituels, voilà, oui, non usuels. Ouais. Comme les chevaux. Les cheveux. Oui, parce que les chevaux, c'est un objet qui menace le régime. Le régime, oui. bien sûr. Et le cristaux, parce que ça symbolise des larmes de parents qui ont perdu leurs enfants, les enfants qui sont torturés ou prisonniers. Et il y a une broderie qui présente le bal et les cicatrices. Donc ça c'est un peu de thème de... Ça c'est le thème de la collection. Oui, un embellissement de... Et en fait cette collection c'est aussi une collection durable puisque tu utilises des techniques spécifiques, n'est-ce pas? Oui, en fait, j'ai oublié de le dire, j'utilise le vêtement seconde main. L'upcycling. Oui, je fais l'upcycling pour le look. D'accord. Quel est ton espoir pour cette collection? Quel est le message que tu souhaites envoyer avec cette collection? Je vous montrerai la réalité de femmes en Iran. Et avec ça c'est juste ça c'est le début de mes démarches, mais je vous essayer de aider les femmes pour donner pouvoir, pour leur donner du pouvoir. Pour leur donner du pouvoir et pour en fait je vous crée un espace pour pas seulement pour les femmes, mais en général pour tout le monde qui peuvent s'exprimer en sécurité et on peut nous supporter et surmonter la situation mentale. Et pour moi, c'est important pour partager son message avec tout le monde. Et alors, donc, tu parles de soutenir des femmes, et donc du coup, la dernière question, avant qu'on rentre l'antenne à 17h20, comment nous, est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce qu'on peut te soutenir? Si on a envie de suivre le développement de ta collection, de suivre ton développement aussi en tant qu'individu, comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Azim Ari. Et deuxièmement, je pense que en tant que jeune marque, j'ai besoin de financement pour se développer. Et j'ai besoin de personnes qui a de volonté pour m'aider sur ce chemin. Donc tu as besoin de mains, d'œuvres, voilà, Marie-Laurence par exemple, elle peut t'aider, n'est-ce pas? Tu as besoin de main d'œuvre sur la production, sur le stylisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bon bah écoute, j'espère que beaucoup de personnes auront entendu ton message.
En tout cas, Azine, je voulais vraiment te remercier. Merci. Parce que, encore une fois, c'était voilà, c'était touchant et je voulais vraiment que tu puisses partager ton histoire avec tout le monde et puis qu'on puisse ajouter une petite pierre à l'édifice, comme on dit en français, et t'aider à réaliser ton projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir